Europe. Europe 1. Il est 8h17. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le PDG du groupe immobilier Nexity. Bonjour Alain Dinin. Bonjour Patrick Cohen. Nexity, numéro 1 français de l'immobilier dans la promotion, aménagement, transaction et dans l'immobilier de bureau. Ce qui fait dire parfois que vous êtes l'autre ministre du logement, alors que pense l'autre ministre du vrai gouvernement et de sa stratégie pour le logement. Dieu ne plaise pour être ministre du logement. Nous sommes aussi syndic de copropriété. C'est un des sujets d'ailleurs sur la rénovation énergétique dont on pourra peut-être parler. Une déception. D'abord, quelques bonnes intentions du gouvernement et une grosse déception. Monsieur Macron, quand il était candidat à la présidentielle, a dit « je ne toucherai pas au logement, c'est un secteur qui fonctionne bien ». Et puis je ne toucherai pas non plus au logement parce que je sais que c'est un secteur extrêmement fragile où tous les acteurs sont liés les uns à côté des autres. Et qu'on ne peut pas avoir, c'est ce qu'il disait quand il était candidat, on ne peut pas avoir un raisonnement sur le logement sans avoir un raisonnement sur la ville et sur les évolutions démographiques. Oui. Et puis en pratique... On a oublié tout ça. Oui, il a regardé le budget aussi. Il a vu que le gouffre des aides au logement. Et il a mis sous l'angle d'une politique du logement un certain nombre de mesures qui pourraient s'expliquer à 4-5 ans d'aujourd'hui, mais dont l'effet immédiat va être extrêmement négatif sur l'ensemble de la chaîne du logement. Ah bon, c'est présenté comme un plan de relance et vous pensez que ça va fragiliser le secteur? Alors, que le secteur doit être rénové, retransformé. Par exemple, un plan de relance, c'est un choc de l'offre. Oui. Alors, un choc de l'offre uniquement dans les grandes villes, puisque les dispositifs qui aident les gens à acheter, que ce soit l'APL accession, que ce soit la TVA, le prêt à taux zéro, que ce soit le Pinel, aide à l'investissement locatif. Ça sera concentré sur les endroits où les besoins sont les plus forts. Alors, les besoins sont les plus forts, ça veut dire qu'on est en train de se dire à long terme, au fond, il n'y a de développement possible économique et urbain et de vie que dans les grandes villes. Oui, mais aujourd'hui, on explique aux maires de Blois, aux maires de Quimper, aux maires de Narbonne, votre région ne m'intéresse pas, votre ville ne m'intéresse pas, d'ailleurs, c'est pas là qu'on va construire, et les petites entreprises de bâtiments, au fond, débrouillez-vous. Mais s'il y a moins besoin de logements dans ces villes-là, il y a des logements vacants... Qu'il y ait moins besoin de logements, c'est une réalité, qu'il n'y en ait pas besoin du tout, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, quand on veut se donner une vision à long terme, on se donne les moyens de cette vision à long terme. Donc, il faut se dire, tiens, dans 5 ans ou dans 10 ans, la population sera de telle nature. Moi, je suis très intéressé par le fait qu'on ne parle absolument pas de la composition des ménages, par exemple. On va être, dans 15 ans d'aujourd'hui, on sera 5 millions de ménages de plus en France, dont 25% sera monoparentaux, dont plus de 25% aura plus de 65 ans. Quel type d'habitat pour ces gens-là? Rien dans le domaine politique. Mais en face de ça, des mesures budgétaires. Alors, on dit, tiens, on va toucher au secteur HLM. Très bien, probablement que le secteur HLM doit se rénover. Probablement qu'on doit dire au secteur HLM, d'ici 3 ans, 4 ans d'aujourd'hui, organisez-vous pour que vous ne soyez plus, par exemple, 763, mais 20 ou 30 grands offices d'HLM, constituez des bilans, ayez des capacités d'emprunt. Mais au lieu de leur dire ça, on leur dit immédiatement, on vous enlève votre chiffre d'affaires et votre trésorerie. Oui. On vous enlève votre trésorerie, on prend l'APL, on vous fait baisser votre chiffre d'affaires, on vous dit moins de loyer, et on vous dit développez-vous et organisez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Le logement social va se mettre à l'arrêt. À l'arrêt? Oui, il va se mettre à l'arrêt parce que le temps qu'ils se recomposent, il leur faut un certain temps. Enfin bon, c'est comme tout, hein, toute organisation a besoin de temps pour faire son sujet. Ce logement social va se mettre à l'arrêt dans un certain nombre d'endroits. Et on ne peut pas construire de logements libres si on ne fait pas de logements sociaux. Ça s'appelle les lois SRU, enfin solidarité, renouvellement urbain. Dans ces éléments-là, l'ensemble de la chaîne va se frictionner. Donc, lorsque je projette ces sujets-là, je ne parle pas de Nexity parce que pour Nexity tout va bien, on est en grande zone urbaine et on ne fait pas ce type de produit. Mais lorsque je vais projeter ce sujet-là sur 3-4 ans, je vais dire, tiens, c'est bizarre, en France, en 2019, on mettra en chantier 50 000 logements de moins que cette année. Dans un endroit où le président de la République a dit, je ne vais pas y toucher, c'est le 2e employeur de France, c'est un secteur économiquement extrêmement sensible qui rapporte beaucoup d'argent à l'État et qui va continuer d'en rapporter plus. Et à partir de là, on a mis des mesures les unes à côté des autres sans plan d'ensemble. On a dit que ça coûtait surtout. Je rappelle le chiffre des aides au logement, 42 milliards d'euros. Alors, merci Patrick Cohen de m'emmener là-dedans. 42 milliards d'euros, oui. C'est vrai. En 2009, ces 42 milliards d'euros, ils étaient 41 milliards d'euros. Et en 2017, ils seront un peu moins, ils seront 1 milliard de moins. Savez-vous, pendant ce temps-là, comment se sont passés les prélèvements fiscaux, ce que nous payons tous, les impôts fonciers, la TVA, les droits de mutation? En 2009, c'était 53 milliards d'euros. En 2017, ça sera 70 milliards d'euros. Alors, s'il y a un des éléments où quelqu'un se gave, c'est l'État.
C'est-à-dire que, là aussi, avoir une politique, 30 milliards d'euros, 40 de dépenses, 70 de recettes, ça fait 30 milliards de profits. C'est le profit ou c'est la taxation la plus élevée d'Europe. Ce que j'ai proposé au président Macron, encore récemment, je lui ai dit, si vous nous demandez à nous tous de faire un effort, faites aussi que l'État en fasse ça. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, la fiscalité sur le logement est la moitié de la France. Et les loyers sont plus bas. Et pourquoi les loyers sont plus bas? Parce que la fiscalité est moins élevée, parce que la transaction, parce que les éléments de loyer, la relation propriétaire-bailleur et locataire est plus facile. Mais surtout, prenons un pari ensemble. On s'aligne sur la fiscalité de l'Allemagne. Dans 5 ans, on est à la même fiscalité que l'Allemagne sur le logement. Eh ben, on n'a plus besoin des 42 milliards. Et quand je dis ça au président de la République, il me dit « banco ». Oui. Et puis j'attends. Et puis vous attendez, vous voyez le contraire. Vous êtes très déçu, hein. Vous êtes à 2 doigts de regretter Cécile Duflot, là, il ne faut pas Alain. exagérer. Non, je ne suis pas très déçu. Il y a de bonnes intentions, mais l'enfer est passé pavé de bonnes intentions. C'est une chaîne. On n'a pas parlé des très mal logés. On est en train, par exemple, de dire aux gens du secteur social, vous qui gagnez moins de 2500 € par mois à 2, vous pourriez peut-être acheter votre logement social. Oui. Et en même temps, on leur supprime un avantage qui s'appelait l'APL accession, qui était une espèce de complément de revenus qui leur permettait d'aller voir leur banquier en disant voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, mais avec l'APL accession plus le prêt spécial qu'on m'a donné, je suis en dessous de 33% d'endettement. On supprime au 1er janvier l'APL accession, on interdit dans toutes les zones de renouvellement urbain, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les zones en rue, dans les grandes villes, on interdit à tous les primo-accédants de moins de 2500 € de devenir propriétaires. Où est la politique dans ce domaine? L'enjeu des prochaines années, Alain Dinin, et des prochaines décennies, c'est de donner un logement à tout le monde. Alors que vous venez de le rappeler, nous serons quelques millions de plus. Rassurez-nous, on ne va pas construire des millions de logements partout en France. On n'a pas besoin de construire des millions de logements, mais on a besoin de savoir à qui on les vend. Il vaut aussi mieux occuper les logements vacants. C'est un sujet quand même à Paris. 100 000 résidences secondaires, 100 000 logements vacants. Alors, il y a les sujets autour de Airbnb, il y a les sujets autour de la relation entre le propriétaire et le locataire. Vous preniez l'Allemagne, un locataire qui ne paye pas son loyer pendant 2 mois, il est sorti, il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an pour... Et puis les propriétaires ne sont pas taxés comme on est en train de le faire en France avec les sujets, par exemple, symboliques, mais existants sur l'impôt, sur la solidarité, sur la fortune soi-disant immobilière. Ce qui ne change rien pour les propriétaires actuels, donc ça n'aura pas d'effet, la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. C'est intéressant de dire que le 2e employeur de France, cumulé autour du bâtiment, ce qui rapporte 30 milliards d'euros dans les caisses de l'État, ce qui est un vecteur de la croissance économique, 0,5% de la croissance de cette année, 2% du PIB, est considéré par l'État français comme une rente. Je veux dire, ça serait quoi alors ça serait quoi être un acteur économique? Est-ce que ça serait uniquement être dans une start-up? Est-ce que ça serait uniquement être... On n'a pas parlé hier de ce sujet-là, pas du tout. C'est vrai pour beaucoup de familles. Ça peut être un investissement que celui qui a acheté son logement et fini de payer son emprunt et qui ait plus de dettes, etc. Et quand c'est fini depuis plusieurs générations aussi. Mais celui qui le met en location. Oui. Par exemple, le président de la République, son gouvernement veulent fabriquer 80 000 nouveaux logements pour les étudiants et pour les jeunes actifs. Oui, c'est bien ça, non? Ça, c'est une super idée. Oui. Donc avec des loyers bas. Oui. On les vend à qui? 60 000 logements, c'est 12 milliards d'euros d'investissement. On les met dans les mains de qui? De quelqu'un à qui, une société financière et immobilière à qui on dit, en fait, vous êtes une rente, donc si vous gagnez de l'argent là-dessus, je vous le taxe à l'ISF. Je veux dire, à un moment donné... des ménages de classe moyenne qui investissent, non? D'accord, avec quoi comme type d'avantage fiscal? Pourquoi est-ce que je louerais pas cher, avec très peu de rendement et qu'en face de ça, je n'ai que de mettons-nous à ce moment-là à la flat tax. Disons que ces gens-là sont des industriels comme les autres et qu'à ce titre-là, ils ont un impôt à payer qui est flat à 30%. Voilà les éléments sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Vous n'avez jamais caché vos opinions politiques, Alain Dinin, plutôt de gauche, et vos votes présidentiels plutôt pour les socialistes, sauf pour Sarkozy en 2007, au printemps dernier. Sans hésitation pour M. Macron et ses équipes, parce que j'ai pensé que j'avais en face de moi des gens qui avaient une vision long terme et qui étaient jeunes. Je trouve qu'ils pensent un peu vieux ces temps-ci. Et donc, vous êtes déçu? On va leur donner grâce. Il y a encore plein de discussions. Les lois ne sont pas encore toutes votées. Le PLF va être discuté avec les députés, etc. On va leur donner grâce de ça. Mais c'est vrai que ça manque, sur les sujets du logement, d'une vision long terme. De quel type de ville? Comment on habite ensemble? Comment on fait, jeunes, vieux, monoparentaux, personnes actives, personnes pas actives? Comment on fait baisser les loyers réellement? Faire baisser les prix, sans parler de la densité, sans dire que sur un terrain en Ile-de-France, la seule façon d'augmenter la densité sur un terrain, ce sera de lever les bâtiments.
Et si je veux faire baisser les prix du terrain, comment je fais les équipements publics? Qui les paye? Comment je peux donner une fiscalité allégée à des propriétaires privés sur leur terrain, sans leur dire en face de ça, vous devriez plafonner vos prix de vente? Et j'ai juste entendu que si j'étais propriétaire d'un terrain et que je vendais dans les 2 ans ou 3 ans, j'allais économiser de l'impôt, mais on ne m'a pas dit que je serais plafonné sur mon prix. Et quand la demande est forte, les prix continuent de monter. Mon pronostic, c'est que le plan tel qu'il est prévu aujourd'hui fera que à horizon 2 ans, les prix vont continuer de monter dans les grandes zones urbaines. On aura désengagé les petites villes et les villes moyennes de toute la possibilité d'avoir un développement économique, et c'est pas bon pour notre pays. Merci Alain Dinin, PDG de Next City, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.